Le TSLH podcast est de retour 2024, premier podcast de l'année. Pascal, une bonne année à toi. La santé, tous tes accomplissements qui se réussissent et tout. Toi aussi, écoute, bonne année 2024, bonne année 2024 à tout le monde qui sont là en live et à tout le monde qui vont l'écouter en audio aussi et sur YouTube. Écoute, santé, bonheur, puis tout ce que vous voulez. Là. Yes, puis exact. Bonne année à nos chers auditeurs. Merci d'être au rendez-vous encore pour 2024. On vous prévoit du bon contenu dans les prochaines semaines. Évidemment, qui dit nouvelle année, dit stretch qui commence pour le repêchage. Fait que aujourd'hui, on a un menu quand même assez chargé. On va parler de la transaction de Carter Gauthier qu'on a ajouté à notre agenda pour l'épisode. Et puis, on va parler du championnat mondial junior, bien évidemment. Et dans les prochains épisodes, ce qui vous attend, ben, top des meilleurs espoirs. Donc, on va sortir nos classements de janvier pour les meilleurs espoirs Les du Canadiens. CH. Février, notre classement de mi-saison pour les espoirs repêchage 2024 va sortir. Euh, Peut-être quelques semaines, un mois par la suite, vers mars peut-être, top 10 des meilleurs gardiens pour la cohorte. Je vais vous sortir ça également. Pour en venir, ben, éventuellement, bien sûr, à nos classements finaux, notre contenu repêchage terminé, l'apparition du guide. Fait que, début d'année, c'est un peu comme ça que ça s'enligne pour le TSLH Espoir. On est bien content que vous soyez de l'aventure avec nous. Puis on n'oublie pas, chers membres Patreon, les commandes pour les Game Reports continuent. Donc, écrivez-nous en privé sur l'application Patreon. Ça va nous faire plaisir de prendre les commandes de Game Report puis regarder les joueurs et vous fournir des analyses de notre cru. Euh, Pascal, je nous lance immédiatement sur le sujet. Très, très grosse transaction hier, inattendue aussi. Mm. Écoute, moi, j'ai été jeté par terre, honnêtement, quand j'ai vu cette transaction-là. Je retrouvais un peu les grosses transactions, là, tu sais, des périodes de transaction, quand il y a une grosse transaction qui sort, puis là, sur le site, on veut sortir la nouvelle rapidement. Je shakeais, là, tu sais, j'étais content, un gros trade, ça fait Ah, c'est longtemps et c'est tout ça. comme le deadline là, qui avait rien, puis le trade de Manta, dans le temps que Manta était un joueur convoité quand même, là, avait été tradé à Washington. Là, ça avait fait un beau petit boom de fin de deadline. Là. C'était quand même le Oh, fun. oui. Donc, Quentin Gauthier qui passe des Flyers aux Ducks d'Anaheim, vous le savez probablement, contre Jamie Drysdale et un haut choix de deuxième ronde. Euh, Pascal, quelle a été ta réaction pour cette transaction-là? Probablement la même que tout le monde. Hein? Quoi? Puis après 15 minutes, 20 minutes plus tard, ben, on a commencé à sortir toutes les affaires sur le fait que Cotter Gauthier voulait pas signer dans le fond avec les Flyers. Mais il y a tout le temps deux côtés à une médaille. Là, parce que personnellement, je suis pas genre ouais, c'était un mauvais kid. Puis je suis pas non plus en aim complètement gagné la transaction. Mais mon premier réflexe, c'était comme il fallait des couilles des deux côtés. Là. Sérieusement, je trouve que il fallait des couilles des deux côtés parce que Drysdale, il se blesse quand même assez souvent, on va se le dire, depuis 2 ans. Mais ça demeure un potentiel défenseur de première paire. Ça leur donne beaucoup de marge de manœuvre en défensive pour les Flyers. Puis en plus, ils accumulent un deuxième choix en 2025 qui probablement va être dans le top 10 de la deuxième ronde, là, si Anaheim continue à être mauvais comme ça. Puis de l'autre côté, Cotter Gauthier qui voulait pas signer, il savait, là, dans le fond, je me rappelle plus c'est qui en a parlé. Ça doit être Brière pendant sa conférence de presse. Là, il en a parlé il parlait avec 18-20 équipes qu'il voulait signer avec eux autres. Mais ça demeure quand même une petite astérix à côté de son nom, puis ça diminue sa valeur. Fait que, le deuxième choix, il compense ça, dans le fond. Fait que, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même assez fair comme trade. Mais Gauthier, si on se souvient même ma liste, c'est un gars que j'avais 19e. C'est pas un gars que j'apprécie, même si, pas que j'apprécie pas, mais c'est pas un gars que autant que les Flyers à l'époque, c'est pas un gars que je voyais dans le top 10. Mais j'aime beaucoup Drysdale, malgré les blessures. Fait que, tu sais, c'est comme, je comprends les deux parties. Puis, je vais faire mon beige, là. C'est comme, il n'y a pas de gagnant, il y a juste un trade de hockey qu'on comprend parfaitement des deux côtés.
Ah, le plus gros perdant là-dedans, je pense que c'est Cutter Gauthier, puis c'est pas nécessairement à cause du changement d'air, c'est plus les répercussions Ah oui. qu'il va avoir encore par rapport à cette transaction-là. Tu sais, on n'a pas fini d'entendre parler du nom de Cutter Gauthier, et probablement qu'il y a plusieurs amateurs de hockey qui ne connaissaient pas le nom de Cutter Gauthier. Tu sais, ça peut arriver là des fois des gens qui suivent pas nécessairement les espoirs, le championnat mondial junior. Puis là, on apprend qu'un certain Cutter Gauthier a refusé de jouer pour l'équipe qui l'a repêché et qui se fait échanger. Tu sais, ça lance pas un bon message. Puis tu sais, on voit tout ce qui déboule présentement sur les Mm. réseaux sociaux. Ça a créé vraiment un remous incroyable, là, cette Ouais. transaction-là. Pas juste sur le plan hockey, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Tu sais, ça fait penser un peu à l'histoire de Corey Perry avec Connor Bedard. Tu sais, c'est la même affaire, des débordements sur des rumeurs, c'est des oui-dire, mais tu sais, Connor Gauthier, on sait c'est quand même plus véridique que la fête de Corey Perry, là. Mais tu sais, c'est les débordements que, tu sais, il voulait pas jouer là. Pourquoi? On le sait pas. Probablement parce qu'il voulait pas le signer à la fin de la saison pour pas avoir débordé au niveau de la masse. Tu sais, est-ce que c'est vraiment aussi chiant pour demander un échange ou pour être complètement, genre, trahi par ton équipe? Je penserais pas, il y a peut-être d'autres choses, mais tu sais, c'est comme, rendu là, c'est pas grave, là. Mais c'est sûr que quand il va aller jouer là-bas à Philadelphie, je suis sûr que les partisans, ils vont ramasser. Mais Ça va être j'aimerais ça que les épouvantable. partisans de Pittsburgh l'acclament à chaque fois qu'il y a un rondelle. Je trouverais ça vraiment drôle. Moi, quand j'ai vu la transaction survenir, tu sais, oui, j'ai été surpris. Évidemment, tu sais, parfois, il y a des transactions qui sont annoncées, puis tu sais, sont annoncées un petit peu quelques semaines à l'avance. Tu sais, il y a des rumeurs qui circulent et tout. Ouais, La seule rumeur qui circulait dans le cas de Gauthier, c'était au début de la saison, quand il s'était pas présenté au camp ouais, des recrues des Flyers. L'excuse avait été donnée que il voulait passer du temps avec la famille après une grosse année à hockey. Il avait son ouais. début de carrière en NCAA. Et puis, il y avait le championnat mondial junior. Puis, l'excuse qu'on avait donnée du côté des Flyers, c'est qu'il voulait passer du temps en famille. On aura appris hier, dans le point de presse de Danny Brière, que, dans le fond, c'était pas que l'organisation voulait mentir à ses partisans, mais plutôt qu'il voulait protéger le jeune, ce qui est tout à fait légitime, Puis on ça a l'air. s'entend. Tu veux protéger également sa valeur, mais déjà, au repêchage 2023, il y avait des pourparlers pour échanger Cutter Gauthier. Fait que, tu sais, c'était déjà en Mm. branle toute cette affaire-là, tu sais, au dernier repêchage. Puis même que Brière mentionnait que, tu sais, je fais un petit topo pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi cette saga-là, mais l'année repêchage de Cutter Gauthier en 2022, il a regardé l'organisation dans les yeux en disant moi je suis le type de joueur pour les Flyers, je suis fait pour jouer avec les Flyers, je veux jouer avec les Flyers. Et 2 mois après, il aurait mentionné complètement l'inverse. Euh, avec les semaines et les mois qui ont passé, souvent il changeait son fusil d'épaule, c'était pas toujours le même discours qu'il tenait. Puis ça l'a vraiment tombé à partir du championnat mondial junior 2023, donc pas celui qu'on vient de terminer, Mais mais l'autre, l'autre précédent. Par la suite, ça a été définitif qu'il voulait plus jouer avec les Flyers. Aucune raison n'a été nommée. Et puis le clan Gauthier a tout simplement cessé les communications avec les Flyers. Juste aucune réponse par téléphone. T'sais. mm. Fait que c'est sûr que le joueur là-dessus, on va se le dire, il s'est pas aidé Non, non. pour l'image publique qui s'est faite. Mm. Puis tu sais, quand on laisse dans le doute, ben les répercussions s'en suivent. Tu sais, là, à un moment donné, hier, on pointait Kevin Hayes comme un responsable parce qu'il aurait parlé à Gauthier en mal des Flyers. C'est un journaliste de Philadelphie qui a sorti ça. Puis Kevin Hayes est sorti récemment dans les médias pour dire que c'était complètement des conneries, que c'était pas vrai, qu'il avait communiqué avec Gauthier pour le féliciter pour le championnat mondial junior. Puis là, Kevin Hayes reçoit des menaces de mort, puis les gens rient de la mort de son frère Jimmy Hayes, là, tu sais. Fait que c'est rendu là, tu sais, pour une transaction. C'est Philadelphie. fou, là. Tu sais. Ouais, C'est l'ère un marché numérique de aide hockey. pas, là. C'est un marché de hockey, de sport en général, assez rude, là, à Philadelphie. Tu sais, Montréal, oui, là, mais à Philadelphie,
Tu sais, ça peut devenir très physique quand t'es dans les estrades et t'as pas le chandail de l'équipe. Tu sais, Ouais. ils gênent pas, là. Fait J'ai que, été témoin à la classique hivernale à Pittsburgh, au stade des Steelers. J'étais là et il y avait des partisans des Flyers qui étaient très désagréables. Je te le ouais, confirme. je te confirme que lui qui m'a donné ce chandail-là, il allait une game m'amener, puis ça a failli mal virer. Il a juste levé le Ben, tu doigt. sais, faut pas généraliser non plus, là, tu sais, Non, non, mais pis c'est pas ça l'alcool le but, aussi, là, là. tu sais. Des Mais colons, il y en a comme, partout aussi, là. c'est très rude, tu sais. C'est un bon marché pour gagner, mais pour quand tu perds ou bien quand t'insultes l'équipe en tant que telle, sont très protecteurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce genre d'événement-là va exploser, puis quand il va jouer dans la ligue, ça va continuer. Puis là maintenant, la balle est dans son camp. Prouve que tu mérites de faire ta diva, si c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que vraiment, tu sais, les projecteurs vont être sur lui. Il va être dans une excellente équipe. Il va être dans le top 6 avec des gars élites. Fait qu'il va tout avoir pour. Ben, tu sais, on le dit assez souvent lors de son repêchage, pas un gars qu'on croit nécessairement à son IQ. Puis dans cette équipe-là, du IQ, il en pleut. Fait que, tu sais, ça va probablement l'aider, puis ça va le mettre dans un environnement pas mal plus stable, probablement qu'à Philadelphie. Parlait d'avoir fait sa princesse. Moi, c'est le sentiment que j'ai, là. Tu sais, je suis désolé, là. J'ai Ouais. jamais rencontré Cutter Gauthier. On l'a regardé beaucoup à son année repêchage. On peut vous parler de son style de joueur de hockey et tout. Moi, je l'avais 21e à peu près dans ma liste. Fait que c'était pas un joueur. Je trouvais qu'il y avait quelques problématiques pour un gars de son gabarit à attaquer l'enclave, des tirs de loin beaucoup et beaucoup manque de créativité. Là. C'était souvent ça qui sortait. Là, Ouais, c'est un peu l'effet Armia, un peu, tu sais, le gros gars qui a beaucoup d'habileté, mais là, c'est pas Armia, là, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, qui a quand même plusieurs points d'interrogation sur l'implication, puis c'est sur ça. le jeu physique, puis sur le IQ en tant que tel. Mais demeure qui domine en NCAA, il est quand même bon au championnat du monde junior, fait, tu sais, il a quand même plus de talent probablement que Yohan Armia, mais on verra ce que ça va donner en Californie. Exact. C'est ça. Moi, c'est. Tu sais, être repêché dans la Ligue nationale, c'est un privilège, là, honnêtement. Là, tu sais. Je veux dire, il y en a qui ont été sélectionnés puis ont été désélectionnés pour des conneries qu'ils ont faites parce que c'était légitime de le faire, de canceller leur sélection pour les conneries qu'ils ont faites. C'est un privilège d'être repêché dans la Ligue nationale, puis tout arrive, tu dis non, moi je joue pas pour cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Ça indique T'expliques beaucoup pas. sur le type de T'expliques pas non personne. plus. T'expliques pas pourquoi. Ça, c'est un peu tannant aussi, là. Mais tu sais, Non, moi, c'est ça. personnellement, je m'en fous. Maintenant, c'est fait. Allez-y, jouez au hockey. Mais on va vous en regarder, c'est sûr et certain. On peut dire que les Flyers se sont fait lindrosser. Ouais, c'est un retour d'ascenseur. Le retour de l'ascenseur quelques années plus tard. Hein. Vous nous avez Ouais. volé Lindros à Québec. Ben, c'est ça. Vous Ils nous ont perdez donné Gauthier. Forsberg. Eux qui se sont fait avoir pas mal dans l'échange de Lindros, on va se le dire, là. Même s'il était vraiment bon, là. Tu sais quoi. Pour Jamie Drysdale, si on regarde l'autre Oui. envers de la médaille, Jamie Drysdale, moi je pense que ça va être une bonne transaction pour lui parce que, tu sais, tranquillement, pas vite, on voyait que Luno, il a offert du bon hockey quand il est arrivé avec Anaheim. Ensuite, on a Pavel Minchukov qui joue très bien présentement Ah, avec les Ducks. Tu sais, j'ai l'impression, puis c'est Simon Saint-Laurent sur Twitter qui exposait très bien la situation, c'est qu'on a tellement d'assets en défensive qu'on s'est tout simplement servi d'un asset pour améliorer notre offensive. hmm. Puis je pense que ça va être bénéfique pour Drysdale, justement, qui arrive avec une équipe comme les Flyers, qui n'avait pas nécessairement la profondeur en défensive. C'est un défenseur droitier qui bouge bien la rondelle, offensif. C'est un type de joueur qu'on n'avait peut-être pas nécessairement avec les Flyers. Fait que, tu sais, je pense que la transaction va être très bénéfique pour Drysdale aussi, Hmm. même si dans sa tête, ça doit être un solide choc. Là, Ouais, il quand même. pense pas qu'il s'attendait à être Mais, échangé. Puis ça vient prouver encore que tous les joueurs sont échangeables. ben oui, tous les jours sont échangeables. Tout, Même si t'es tout. repêché, même si ça fait 2 ans, tu as été repêché top 5, t'es échangeable, peu importe ce qui arrive. Tu sais, moi, le contexte dans lequel il arrive, Drysdale, c'est quand même nice parce que tu as été échangé contre Cutter Gauthier, qui est vu contre un gros espoir, un bon espoir. Puis il y a complètement disrespect les Flyers. T'arrives là, la seule affaire que t'as besoin de dire, c'est moi, je vais jouer pour vous autres.
Puis genre, tu gagnes la faveur du public, puis ils vont t'aimer jusqu'à la fin de tes jours. Ça, Pascal, là, c'est le même effet qu'un anglophone qui dit merci Merci, beaucoup. Montreal. C'est la meilleure place où je jouais au hockey. Fait que tu sais, c'est comme... Il est quand même dans un contexte favorable pour se faire aimer du public. Puis c'est un gars talentueux. Il faut juste qu'il demeure en santé. Puis c'est un narratif qui est quand même très populaire chez les Flyers dans les 5, 6, 7 dernières années. Patrick, après ça, Ryan Ellis. Les gars blessés, ils en ont passé pas mal. Fait que, Ristolainen aussi. Ouais, lui, il est juste pas bon. Je sais pas s'il va se faire échanger un jour, là, mais il est en train de mourir à Philadelphie, ce gars-là. En tout cas, il joue trop, en fait. Ouais. On a parlé du repêchage 2023, qu'il y avait des rumeurs comme quoi Gauthier était sur le grill, comme on pourrait dire, qui pouvait peut-être changer d'adresse lors de la journée du repêchage. C'est une question qui nous a été posée par les Patreons, mais c'était d'une évidence même qu'on allait en parler de cette rumeur-là. Il y a une rumeur qui sort de Charlie O'Connor, un journaliste qui couvre quotidiennement les Flyers de Philadelphie, à l'effet que Cutter Gauthier aurait été offert pour le 5e choix au repêchage 2023 dans le but de repêcher un certain David Reinbacher. Et je rajouterais possiblement Dimitri Simachev. Je pense que la philosophie était de repêcher un défenseur chez les Flyers. Parce qu'on s'attendait à ce que Michkov descende au 7e rang, le rang de sélection naturel des Flyers. Fait qu'on voulait y aller d'un doublé. On voulait échanger Gauthier avec un choix de le 5e, en fait, pour repêcher un défenseur et avoir Matvei Michkov. La question, Pascal, tu es Kent Hughes et tu reçois l'offre de Cutter Gauthier contre ton 5e choix, sachant que tu veux prendre David Reinbacher. Est-ce que tu acceptes cette transaction-là? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui accepteraient, mais parce que justement, Reinbacher, ils l'ont pas dans leur cœur. Puis ils ont Gauthier dans leur cœur. Moi, j'ai pas Gauthier dans mon cœur pantoute. Puis échanger un choix de top 5 pour un gars que t'es pas sûr à signer, c'est un peu tannant. Mais si, mettons, le trade... Il y a plusieurs affaires. Si, mettons, le trade, c'est Gauthier contre le 5e choix, puis Gauthier dit « je signe demain matin avec vous autres », je peux comprendre Hughes de puller le trigger. Mais c'est clair qu'il voulait un défenseur droitier. Mais de mon point de vue, j'avais 19e Gauthier. Puis Reinbacher, je crois que je l'avais aussi 19 ou 18e. Fait que c'est pas deux espoirs que j'affectionne. Fait que si tu dis contre le 5e choix, non. Mais contre Reinbacher, j'ai comme ambivalence. Les deux, ça me dérangerait pas tant que ça. Mais je pense que je prends Reinbacher avant. Parce qu'il y a les 2 dernières années de Gauthier avec les petites rumeurs parce qu'il y a Mathias Brunet dans son année de repêchage et Corey Pronman qui avait parlé de l'individu, que c'était un peu spécial des fois le manque de maturité. Mais Reinbacher, c'est jamais arrivé ça. Fait que tu sais, dans l'environnement de Montréal, je pense qu'un gars comme Reinbacher est plus fit mieux, mettons, même si le potentiel est peut-être moins haut. Mais j'ai pas mal plus confiance dans son IQ, dans le fond, pour jouer sur un top 3, top 4, que Gauthier de jouer sur un premier trio, sur, mettons, 4e meilleur attaquant d'une équipe. Fait que je dis non. Moi également. Tu sais, j'avais déjà tweeté là-dessus à ce sujet-là. Autant que David Reinbacher n'aurait possiblement pas été mon choix pour les Canadiens, autant qu'on enlève Reinbacher de l'équation. T'as Daniel Brière qui s'amène puis qui t'offre Cutter Gauthier pour ton 5e choix. Moi, c'est non pour la simple et bonne raison que sur ma liste, j'aurais eu un Zach Benson, j'aurais eu un Matvei Michkov, puis j'aurais penché pour eux autres encore. Fait que, tu sais, pré-repêchage, je m'en serais tenu à ma liste. Puis là, par après, tu sais, là, sachant que le CH repêche David Reinbacher, je garde quand même Reinbacher parce que c'est pas vrai que tu vas échanger un 5e choix, un choix de top 5, là, un 5e choix pour un joueur que en l'espace de 2 mois, il t'a regardé dans la face en te disant « Je veux jouer pour vous autres », puis 2 mois après, il dit « Je veux plus jouer pour vous autres », puis sans donner une Christie de raison. Ça, moi, je
Je rentre pas là-dedans. Tu veux bâtir une culture, puis tu sais, je sais que le CH a tapé sur le clou de la culture. C'est pas un gars de même que tu veux dans ton équipe, mais pas du tout. Puis en plus, t'as l'incertitude qui signe auprès de ton équipe aussi. Je pense qu'il aurait signé avec le CH, là, honnêtement. Là. Moi, je pense aussi, mais Je est-ce que pense que tu veux oui. vraiment avoir... Tu sais, là, ça aurait pas sorti, mettons, l'attitude, puis le fait qu'il peut pas signer aux Flyers, puis tout. Probablement. Hein. Peut-être que ça Ah, aurait je pense fini, que ça ça aurait aurait sorti. sorti, Pascal, Ouais, là, honnêtement. sûrement. Ouais, sûrement, il en a parlé tout de suite après. Peu importe le moment, Ouais, ça aurait tu sais, sorti. tu t'échanges Cotter Gauthier, tu sais, il va falloir que Ouais. l'organisation l'explique, tu sais, ça aurait sorti anyway, tu sais. Ah, mais tu sais, s'il signe tout de suite, ben, tu sais, vu que c'était l'été, ça, au repêchage, au moins, tu fais comme, ben, il a signé. Il nous a dit qu'il a signé direct, donc il veut jouer pour nous autres, puis on est 100% derrière lui, blablabla. T'as les Flyers qui font leur petite bitch, c'est correct. Mais tu sais, moi, je fais comme, je préfère garder Rimbacher, même si je sais qu'il y a plusieurs qui disent n'importe quel espoir, même Hudson des Canadiens, tu l'échanges contre Cutter Gauthier, mais c'est pas un espoir sans risque. Vraiment pas. Ce qui, quand il y a la rondelle, ça donne pas toujours grand-chose en offensive comparativement à ses coéquipiers. C'était la même chose avec le programme, c'est la même chose dans la NCAA. Il produit, oui, au championnat du monde junior, il joue avec des excellents joueurs. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il profite beaucoup de ses coéquipiers, dans le fond. Fait que j'ai quand même hâte de voir avec Anaheim. Je pense qu'il va être un finisher, puis ça va être bien correct, mais à long terme, je préfère le potentiel de Rimbacher pareil. Soulignons aussi le point de Kevin Dubé dans son article ce matin. Cotter Gauthier présenté dans les derniers jours comme un Ouais. ailier, constamment parlé comme un ailier. Pourtant, le jour du repêchage, on parlait de lui comme étant un centre, malgré le fait qu'au TSLH Espoir, on tapait sur le clou que Gauthier avait Ouais. pas joué au centre pendant l'année. Là. Euh, bref, les Flyers voulaient l'utiliser au centre. Mhm. Maintenant, avec les Ducks, je pense pas que ce soit quelque chose de possible, honnêtement. Tu sais, je regarde, tu sais, d'un autre côté, tu peux quand même jouer avec tes joueurs de centre, les amener à l'aile, les amener au centre de temps en temps, mais tu sais, c'est Pierre-Luc qui nous dit ça dans le chat Patreon. T'sais, avec McTavish, avec Carlson, t'as Zegras qui peut jouer à l'occasion au centre aussi. Ça devient une Gaucher, ligne de centre. Lindestrom. C'est Comment? ça, Ben ouais, ça... ça devient une ligne de centre quand même assez intéressante. Ça te donne la profondeur, mais c'est pas dit que Cotter Gauthier va jouer au centre, mais vraiment pas. Ah, je pense pas. Puis Il va jouer justement, l'ailier gauche, non? tu sais, tu viens couvrir un peu son manque de QI, de QI et de créativité pour en le laissant sur les ailes, là, justement. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider. Fait que, Puis, tu sais, là, maintenant, les rumeurs sur Zegras commencent à sortir, parce que lui, il joue à gauche aussi, il joue pas au centre. Donc, est-ce qu'ils vont s'en départir ou qu'ils vont le garder? On verra. Puis là, c'est sûr que le Canadien va sortir, parce que si je me souviens bien, Zegras son départ, si je me souviens bien, c'est Quartrex qui était ses agents. C'est Kent Hughes, c'est-tu lui que Kent Hughes était son agent? ça se peut, Ouais. je sais pas. Puis, c'est un ami de Caulfield. Fait que, tu sais, Ouais. c'est facile de faire le lien. Puis ça serait une vedette, là. Même s'il n'y a pas une bonne saison, ça serait une méga vedette, mais qu'est-ce que ça coûterait? C'est là que ça devient un peu compliqué, parce que c'est sûr Ben, qu'il veut pas de défenseur. C'est ça qu'on a le plus. Je pense pas qu'il prendrait un défenseur, mais dans Shipper 1 qu'on a un attaquant. C'est un droitier, un attaquant droitier. Fait que, on verra bien, là. je Je peux pense. comprendre que... En fait, non, je comprends pas pourquoi cette rumeur-là a sorti, là. Je pense que c'est C'est de des l'association. spéculations qui deviennent des rumeurs, qui Ouais. deviennent une vérité. Parce que C'est de ça en parle. l'association facile, là, je Ouais. trouve, là, à mon avis. Là. Tu sais, on l'a dit tantôt, tu sais, les Ducks veulent se renforcer en offensive et prêts à donner des défenseurs pour. Tu viens de perdre Drysdale, mais tu vas aller te chercher un défenseur contre Zegras. Il me semble que c'est 4,30 sous pour une pièce, là, rendu là. Puis tu sais, Zegras t'a montré qu'il est capable de te donner 60 points par année. C'est une vedette dans la ligue. Tu vas l'échanger, tu sais. Puis là, je peux comprendre que les négociations ont pas peut-être été difficiles pour son dernier contrat. Tu sais, est-ce qu'il y a des problèmes d'attitude qu'on ne connaît pas? Ben, c'est une Euh, vedette. C'est un gars qui se prend pour une vedette. c'est ça. Mais tu sais, moi, l'aspect de la culture, qu'on veut l'échanger parce qu'on veut bâtir une culture un peu plus, tu sais, dans le sens des McTavish, Carlson, tu sais, des bonhommes professionnels, physiques. Tu sais, Gauthier peut rentrer dans le Ouais. moule aussi quand Ouais. même. Euh, tu sais, je l'achète pas ça parce que, tu sais, tu veux avoir une bonne culture.
Mais tu viens quand même d'aller chercher un gars qui a craché au visage de l'équipe qui l'a pêché, là, tu sais. Ah Fait ouais, que là, un bon tu kill en sais, plus. à un moment donné, je veux dire, j'ai de la misère à acheter ça, puis c'est pour ça que, tu sais, je vois ça un peu comme les rumeurs avec William Nylander, là, tu sais, Ouais. un gros nom, puis là, automatiquement, on l'associe à Montréal, puis on Je l'associe trouve à toutes tanking les aussi, là, équipes. on veut que ça devienne vrai, fait que, Ah, ben c'est on ça, espère, tu sais. c'est ça. Mais, toi, mettons, là, Zegras, Cana- Canadien au repêchage, il repêche assez haut, dans le top 10. À partir de quel choix c'est rendu oui de l'échanger contre Zegras? Cette Ben, année, tu là. sais, moi, écoute, je regarde la transaction de Cotter Gauthier. Ils ont donné Jamie Drysdale un 6e choix. Ils ont donné un choix de 2e ronde. Ce qui est un prix quand même assez solide pour un espoir choisi au 5e rang. Oui, il y a la variable de il veut pas signer, fait qu'il vaut un petit peu moins cher. Ils ont quand même donné Drysdale. Ah ouais. Et Qui qu'on il est peut blessé souvent. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs quand même. Ben, tu sais, qui qu'on peut comparer dans le CH au niveau des espoirs avec Drysdale, tu sais, pour dire, hey, ce défenseur-là pourrait nous servir pour aller chercher Zegras. Moi, je pense que Reinbacher puis Goulet, c'est même pas encore suffisant. Non, c'est pas suffisant. Fait que t'auras pas le choix de donner ton 10e choix au repêchage 2024. Donc là, est-ce que tu veux donner ton 10e choix, Caden Goulet ou David Reinbacher pour Trevor Zegras? S'ils font ça, en tout cas, Non, ben, c'est bien trop. Mais moi, je parle vraiment ils un veulent pic. s'avancer pas mal dans leur reconstruction, mais moi, personnellement, je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que je pense même pas que Zegras va être échangé à la base. Mais moi, je le fais pas. Je trouve que de penser, mettons, que Reinbacher ou Goulet, plus un choix de 2e ronde, mettons, pour pas toucher au choix de première ronde, parce qu'on a toujours peur dans les spéculations de Ça, toucher au il choix de coûte plus première cher que ronde. ça. Hey, c'est ça, c'est pas assez, là. Voyons donc, là. Je veux dire, il faut être réaliste aussi, là, tu sais. Mais mettons qu'il te demande juste ton choix de première ronde. À partir de quel choix pour toi, ça devient oui? Juste un choix de première ronde. Là. Top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, top 8, top Top 9. 5, je garde. En dehors du top 5, je pourrais écouter. Mais assurément que ça sera pas suffisant, tu sais. Ça Hein? va prendre autre chose. Jacky puis le premier contre Zegras, pis ça c'est réglé. Ouais, ça c'est fait. Ça serait drôle. Ouais. Faut pas sortir ce clip-là hors contexte, là. Non, 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 non. C'était une blague. Mais toi, Pascal, tu irais-tu le chercher, Trevor Zegras? Ouais, sans problème. Peu importe le prix. Ah Lane non, Hudson puis un choix top 5, mettons. ta gueule. Non, j'irais pas chercher contre n'importe quel prix. Euh, je dirais qu'à partir, je suis comme toi un peu, à partir de même 5e, dépendamment de qui est là. Tu sais, si Eisenman est là, ta gueule, là, c'est pas Eisenman, demandez. Mais 6e, je penserais sérieusement, à la place de prendre fucking Silayev, là, je prendrais probablement Zegras, ouais. Ouais, c'est ça c'est du Navy. C'est pour ça que je disais en dehors du top 5. Tu sais, Ouais. ici entre 5 et 10, les meilleurs joueurs disponibles deviennent des défenseurs. Tu sais, là, à un moment donné, les défenseurs, on a fait le tour, là. Ouais. Puis là, c'est là l'affaire, c'est que, tu sais, l'année passée, la seule affaire qui me fait dire, l'année passée, j'aurais écouté pour la transaction de Cotter Gauthier contre le 5e choix, c'est que dans l'optique où tu veux pas nécessairement repêcher un défenseur, il y en avait beaucoup en 2024. Ah, Fait que, tu sais, mais là, c'est parce qu'ils voulaient vraiment Reinbacker, puis c'est correct aussi. Mais ouais. non, c'est ça. Si on est rendu à des défenseurs comme des meilleurs joueurs disponibles entre 5 et 10, puis Zegras est disponible, ben, tu sais, j'y pense. J'y pense, mais tu sais, je donne pas Hudson. Puis je donne Non, pas nécessairement Goulet non plus. non. Puis rendu là, ben, est-ce que tu vas donner Reinbauer? T'as pas voulu le donner contre Cotter Gauthier, tu sais. Je donnerais pas contre Rembert. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, moi, je prends Zegras avant Gauthier, mais l'organisation a pas voulu donner Reinbauer pour Gauthier. Ils vont-tu vouloir le donner pour Zegras?
Tu sais, Ryan Bauer, sa valeur est-tu encore aussi grosse Je présentement? pense qu'il est trop tôt pour que sa valeur C'est ça. descende nécessairement. Là. Si on Mais revient à la base, les Ducks, ils veulent-tu un défenseur contre Zegras? Je pense que je pense non, pas. non Je plus. pense pas. Hein. Fait Je pense que que, c'est vraiment plus un ailier droit c'est ça. Fait qui que, l'intéresserait. Mais bon. imagine, il échange Caulfield. Non, c'est pas- Oui, Christ. Hey, on dira pas ça, là. Le monde va être fâché. Alright. C'est ce qui fait la boucle. Je pense que la boucle est bouclée dans le cas de Cutter Gauthier. On va passer au thème principal, le thème pour lequel on faisait un épisode aujourd'hui. Euh, Championnat mondial junior. On commence en force immédiatement avec Team Canada, Pascal. Est-ce que les contre-performances, est-ce que la défaite en quart de finale de Team Canada peut être considérée comme un échec sur toute la ligne, selon toi? Ben, c'est sûr, c'est un échec. Ça demeure le sport au Canada. Mais tu sais, moi, personnellement, le coach commence à être tanné. Ses décisions et tout. L'équipe en tant que telle, je trouve pas qu'elle était mauvaise nécessairement. Mais comme Tourigny en parlé, le contexte, tous les camps qui ont manqué, la COVID, les saisons qui ont manqué, puis des matchs aussi qui ont manqué. Ils n'ont pas fait les U17, U16, peu importe, là, je me rappelle plus. Là. Mais ça a un gros impact comparativement aux autres pays que eux ils jouent. Aux États-Unis, ces gars-là, ils jouent ensemble depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Peut-être plusieurs jouent ensemble depuis qu'ils sont vraiment jeunes. En Europe, c'est la même chose. Ils ont des Four Nations, des Five Nations à tous les années. Ils jouent ensemble tout le temps. Fait que, c'est vraiment dommageable pour le Canada, là, tu sais. Mais, moi, je suis sûr que c'est un échec. Je pensais vraiment qu'il allait passer au moins les quarts de finale. Puis c'est pas arrivé. C'est à qui la faute? Ben, c'est peut-être au style drabe de l'équipe, aucunement offensif. Ça me fait penser aux Canadiens sous Michel Therrien et Claude Julien. Là. Très, 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 pas le fun, malgré tout le talent dans l'équipe. Fait que, c'est ça. C'est devant le filet, il était correct. William Rousseau, il a très bien gaulé. C'est pas une chance qu'il était là. Ouais, une chance qui était là. La défensive, c'était moribond, c'était pas moderne. C'était pas du hockey moderne. Puis c'est ça qui est talent. C'est le championnat du monde junior, sérieusement, c'est là qu'il faut que tu sois moderne. C'est là le temps pour être hyper rapide, avec une bonne transition au niveau de la rondelle, puis les habiletés et tout. Puis la seule personne qui était capable, c'est Winnie. Puis ça, tu vois, ce point-là est encore plus véridique quand on regarde les grosses puissances cette année dans le tournoi. Où est-ce qu'ils sont allés chercher les gros buts dans ces tournois-là? Unité spéciale. C'est ça. C'est là que ton talent ressort, c'est là que ta créativité sort, c'est là que justement tu vas un peu mettre le cadre de côté puis tu vas exprimer ton talent, tu vas prendre des shots, tu vas... Fait que, c'est ça, le Canada avait pas cette petite étincelle-là, tu sais, on va en venir à la finale, mais tu sais, la Suède puis Team USA, quand ça arrivait en powerplay, je m'excuse, mais ça bourdonnait, là. Ça bourdonnait. Puis tu sais, t'avais des bonnes chances de perdre du momentum puis de perdre un avance quand ces équipes-là avaient des avantages numériques. Quand le Canada arrivait en powerplay, t'es pas menaçant, là. Non, Pas menaçant, mais bien. Non, c'était un gros problème. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est un effet de l'équipe ou des personnes en place pour l'unité spéciale, le head coach. Je pense qu'on a fait le tour de ces gars-là. Fait que, next. Sérieusement. Parce que je trouve pas que c'était tant une mauvaise équipe. Ça me fait royalement chier. Fait que, c'est ça. Ben, moi, je pense pas que l'équipe... tu sais, sur papier, on en avait parlé, tu sais, dans l'épisode avant le tournoi. Tu sais, il manque un petit... Ben ouais. Il manque de star power un peu, puis... Tu sais, il y avait beaucoup de joueurs de rôle. Puis habituellement, le Canada nous a habitués à performer avec des joueurs de rôle. Sauf que là, le problème, ce que j'ai trouvé, c'est que les joueurs qui avaient des rôles précis, disons des rôles d'échec avant, des rôles défensifs, Ouais. ben là, à ce moment-là, puis des rôles un petit peu plus rugueux, tu sais, d'aller le long des bandes et tout, ben ces gars-là jouaient avec de la finesse, prenaient des tirs quand c'était pas le temps. Puis à l'inverse, t'avais les joueurs qui étaient talentueux,
qui s'effaçait parce qu'à un moment donné, il y avait comme pas le choix d'appliquer de la pression parce que certains joueurs n'appliquaient pas efficacement. Fait que j'ai l'impression que peut-être les joueurs même ne savaient même pas quel rôle il y avait dans cette équipe-là. Tu sais, je prends, puis c'est pas pour tirer à boulet rouge sur les espoirs, ça reste des jeunes de moins de 20 ans. On veut pas non plus remettre leur carrière en ligne de cause. Mais tu sais, je regarde des gars comme Easton Cowan puis Fraser Minton. Tu sais, je veux dire, ils ont connu des très bons camps d'entraînement dans la Ligue nationale, mais ça reste que t'es pas un joueur de talent dans Équipe Canada. C'est pas ça ton rôle. Fait que, tu sais, est-ce que ça a monté à la tête de des joueurs comme ça, tu sais? Je me pose la question parce que je regardais les matchs puis j'étais constamment déçu de l'application des rôles de chaque joueur. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est même Poitras, je ne l'ai pas trouvé bon. J'avais pas des grosses attentes pour Poitras, honnêtement. C'est pas un espoir qu'on avait nécessairement apprécié au repêchage. Oui, il faisait bien dans la Ligue nationale, mais tu sais, je veux dire, regarde avec qui il joue aussi. Il joue avec les Bruins. Ça aide un peu. Un petit peu. Non, c'est ça. Fait que, bref, on va voir l'année prochaine. Là. Ça risque d'être quand même une bonne cuvée l'année prochaine, j'ai hâte de voir. Là. Mais c'est sûr que les 7 joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, qui auraient pu jouer dans l'équipe, ça fait mal. Ben oui. Là. Mais Tristan Luneau qui était pas là. Mais juste Benson puis Luneau, là, à la place de fucking Poitras, là. Ça change le star power un peu, là. Ben, en fait, tu sais, tu rajoutes Benson, mais si Poitras il est là, au moins il a pas le rôle d'un gars qui est censé traîner ton offensive parce qu'il joue dans la Ligue nationale. Tu sais, Poitras aurait fait son rôle de joueur sur 200 pieds, puis jouer en désavantage, puis jouer défensivement, tu sais. Tu mets Bedard, tu mets Korchinski, tu mets Luneau, tu mets Benson. Il passe au moins le quart de finale. Au minimum. Jamais qu'il va être retourné là. Mais tu sais, il y a les éléments vedettes de l'équipe étaient dans le national de hockey. C'est qu'on fasse. Mais il y avait des 17-18 ans qui étaient bons. Est-ce que on a eu la discussion avec Simon Servant, puis lui, il serait là sur le podcast, puis il défendrait corps et âme cette prise d'opinion-là. Des joueurs de 17 ans, n'aurais-tu pu en mettre dans l'équipe, selon toi? Simon répondrait que oui. Là. Oh oui. Ah, c'est sûr que oui. Puis, mais je pense que ils veulent donner à tout le monde la chance quand ils ont 19 ans de jouer dans l'équipe. Puis, mais ouais, si tu veux, ce que tu veux, c'est quoi? C'est la fucking médaille d'or. Puis je crois que plusieurs éléments pas mal plus talentueux sont restés au pays, dans le fond. Ils auraient dû être sur l'équipe, puis ils l'ont pas été. Mais si tu veux qu'on fasse. Un gars comme Caden Lindstrom, Ouais. ça aurait pas fait de tort à l'équipe, mettons. Non, effectivement, puis il serait pas blessé, comme aurait dit notre bon servant. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, bref. Plusieurs petits points d'interrogation. Une des bonnes prestations dans le tournoi que j'ai apprécié, c'est le défenseur de la LHJMQ, Maverick Lamoureux. Ouais. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il a joué dans les limites de ce qu'il peut. En fait, il a même joué au-delà des limites parce qu'il était toujours sur la patinoire. Je l'ai trouvé fiable, honnêtement. Il a appliqué quelques bons coups d'épaule, bon avec son bâton. Il était dur à jouer contre. Moi, je l'ai pas nécessairement revu depuis son repêchage. On l'avait regardé pour le repêchage, mais depuis, j'ai pas nécessairement suivi sa progression. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Maverick Lamoureux du côté de Team Canada. Sa progression de son année de repêchage s'est poursuivie. Puis ça, il y a les blessures, mais il joue super bien. C'est ce que j'aime aussi. Moi, j'ai bien aimé le côté plus physique de Connor Geeky. Oui. Il nous a montré quand même un peu trop au goût des arbitres, ouais. Là. Mais il a démontré beaucoup de l'aspect physique durant le tournoi, surtout au début, que j'ai pas détesté, puis il y en avait un point d'interrogation aussi là-dessus à son repêchage. Donc, si ça continue comme ça, c'est parfait. C'est vraiment ça qu'on veut pour lui. Ça va beaucoup l'aider dans sa transition vers la Ligue nationale, assurément. Pascal, en finale, est-ce qu'il y a eu manque de respect des États-Unis, selon toi? Parce qu'on se rappelle, les gens qui nous écoutent à la maison, si vous n'avez pas vu
la fin de la finale, ben, les États-Unis étaient assez arrogants avec la foule suédoise. On envoyait des babayes à la foule, des bisous aussi. Je comprends que c'est le temps des fêtes, puis on partage un peu les vœux de la bonne année, mais il y en avait quand même plusieurs vœux de bonne année. Selon toi, c'est-tu un manque de respect ou Ah, c'est bien placé dans le contexte où le tournoi est en Suède? Puis on connaît l'historique aussi des deux équipes, des deux programmes, là. ben, c'est sûr, c'est pas nécessaire. La Suède a fait la même affaire, là, 2 ans, si je me souviens bien, dans un match de finale, qui ont gagné 4-2. C'est ça? 6-4. 6-4. Au U18, Ouais. ouais, c'est ça, c'était Il me 6-4 pour semble la qu'il Suède. avait été un peu chien à la fin. Fait que, tu sais, c'est pas une guerre, mais c'est très, très, très genre, tu me donnes une binge, je te sac un point d'en face pour me venger. Mais c'est des kids, là. C'est des enfants, là. Veux pas, c'est des flots, hein. Pas mal sûr que il y en a un d'arrogant là-dedans, puis c'est un leader qui fait en sorte que tout le monde va embarquer. Tu sais, Isaac Howard, avec son chef Kiss, puis tu sais, en tout cas, juste avec son suit blanc, son repêchage, on le voyait. On le voyait qu'il y avait l'attitude, ce gars-là. Puis on l'a bien vu là, puis il a marqué des gros buts, il a 7 buts en 7 matchs, là. Mais tu sais, moi, je m'en fous un peu. Si j'étais Suédois, je serais à tabarnak. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais, oui, c'est un manque de respect. Surtout quand on est de l'extérieur, on a un adulte qui regarde ça, qui fait comme l'important c'est de participer. Mais Non, quand ça, t'es de ce je suis pas d'accord. c'est une blague. Puis quand t'es de cet âge-là, puis que t'es sportif, puis dans l'intensité et tout, puis qu'il s'envoie sûrement un chier sa glace, ben c'est ça. Puis t'as sûrement un petit aspect de vengeance par rapport à là 2 ans. C'est ça. C'est moins pire qu'il y a pas mal d'arrêts. Ouais, il y avait un historique là, tu sais, entre les deux équipes. On s'entend là, les deux programmes dans le fond, là, 2 ans au U18 se sont affrontés en finale, comme on le mentionnait. La Suède avait gagné 6-4, ça avait été tout qu'un match là, de mémoire. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait 12 à 14 joueurs pour chaque équipe là, qui étaient présents dans cette finale-là et qui étaient présents à la finale du championnat mondial junior. Puis il y en a 7 ou 8 qui étaient au U18 l'année passée, donc qui ont pu se réaffronter encore. Fait que tu sais, c'est comme un peu à la lutte, là, tu sais, les storylines, tu sais, à un moment donné, à WrestleMania, tu sais, l'histoire se termine. Puis là, c'est très niché. J'espère qu'il y a des auditeurs qui sont fans de lutte ici. Mais c'est ça, c'est. Tu sais, l'histoire se bouclait dans le fond à cette finale-là de championnat mondial junior, même si tu sais, il y a plusieurs joueurs qui vont revenir l'année prochaine pour la Suède et les États-Unis. C'est vraiment les éléments de ces deux programmes-là qui ont commencé cette rivalité-là au cours du U18. Puis je me demande même s'ils n'ont pas joué contre dans le U17. Là. Mais, euh, mais voilà, il y avait un historique. Puis tu sais, je peux comprendre. Moi, j'aime pas particulièrement l'image que ça donne parce qu'on le sait, qu'est-ce que ça va faire dans leur hockey mineur. Quand que là, ben, ils vont gagner une finale, puis là, t'as des jeunes qui vont imiter ça. T'sais, on le sait, là, je veux dire, Ouais. n'importe quoi qui se passe dans le hockey, ça se répète dans le hockey mineur. Euh, mais je peux pas nécessairement en vouloir aux États-Unis, parce que je suis pas mal sûr qu'ils se sont fait insulter sur la glace pendant tout le match. L'émotion était à son comble à cause de l'historique. Ouais, puis T'es à la en fin de la Suède, la game, foule était sur toi pendant toute la game. même Hudson s'est battu. Ouais. Malade. On n'a plus Plus, besoin de goon à Montréal. On a euh, Lane Hudson. il a pogné Jack Hayden aussi. Ah non, c'est ça, c'est une belle fin. C'est un bon match, en fait, là. C'est une rivalité avec la Suède. La Suède ont assez de caractère pour avoir une rivalité. Fait que, faut apprécier ça. Ah, puis je sais pas si tu te souviens, Pascal, dans le podcast avant le championnat mondial junior, on se questionnait sur la capacité des Suédois à répondre dans un match physique. Et puis, tout au long du tournoi, j'ai été agréablement surpris de la réponse des Suédois par rapport à ça. J'ai trouvé les Kerimaki physiques. J'ai trouvé que plusieurs joueurs, Ogren justement,
allait dans les batailles. C'est un peu dans son ADN aussi à Ugren, mais Mais il a tu été sais, moins offensif, mais vraiment plus. Il s'est vraiment concentré sur jouer comme il faut, puis appliquer le chèque avant intelligent. alors c'est ça, ça m'a vraiment surpris quand même la réponse des Suédois. Euh, on a parlé de Lane Hudson. Je t'amènerai directement, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Les espoirs du CH au championnat mondial junior. Owen Beck, Philippe Méchard, on a parlé de Lane Hudson, Jacob Fowler également qui était là. Comment as-tu trouvé les prospects du CH dans ce tournoi-là? Ben, Fowler n'a pas eu un tournoi incroyable. Il a laissé des mauvais buts quand même, mais tu sais, c'était une position un peu difficile pour lui parce qu'il savait que c'était Trey Augustine, mais tu sais, quand ton équipe domine un match, puis t'as pas beaucoup de tirs, des fois, t'as de la misère un peu à arrêter l'époque. Fait que tu sais, je suis pas nécessairement content de son tournoi. Cole Hudson, je l'ai trouvé, je sais qu'il était sur l'équipe d'étoiles, mais je l'ai pas trouvé super. Parce que il voulait trop en faire souvent en offensive. La même affaire qu'en NCAA, mais là, t'es contre les meilleurs de ton âge. Là. Prenant la rondelle, essayer d'aller plus loin, là, faisait une feinte, revenait le long de la ligne bleue, tournant en rond, puis il faisait un tir un peu à la va-vite, puis ça arrivait tout le temps dans le ventre d'un joueur, ben, sur une palette. J'étais comme, c'est ça, dans le national de hockey, ça fonctionnera pas. Ça va être encore pire même que ce qu'on a vu là. Fait que, ouais, ça m'a vraiment gossé, puis je pensais pas qu'elle allait gagner sur le All-Star Team parce que ça n'a pas super bien été offensivement, je trouve. Son efficacité n'était pas là, je trouve. Mais défensivement, ça a quand même bien été. Fait que, il a joué beaucoup, même dans les fins de match, je comprends. Mais faut pas, c'est pas un two-way, là. Attendez-vous Non. pas à un two-way à Montréal, là, Cole Hudson. C'est pas ça pendant tout, là. Fait Lane, que, qu'est-ce que j'ai dit? Cole, son frère. On Lane, va se mêler Lane, souvent, là. Lane Je Caulfield. vous le dis, là, ceux qui écoutent, on va se mêler souvent entre Lane et Il Cole. manque juste un Lane Caulfield. Lane Caulfield, Cole Caulfield, Cole Hudson. Il manque vraiment juste Lane Caulfield. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais pas particulièrement content de son tournoi. Maintenant, Philippe Méchard, je suis vraiment content. Ça a super bien été. Mais sûr, il y a plus de place à la glace, fait que ça aide, mais il a dirigé l'offensive, la transition, défensivement, ça allait bien aussi. Il était clutch, vraiment clutch pour son équipe, mais c'est à cause de Sturback, maudit Sturback, qui était un contre sur 3 buts en finale, qui a fait en sorte qu'ils ont perdu, puis j'espérais vraiment qu'ils gagnent contre la Finlande. J'aurais vraiment été content. Parce qu'ils méritaient vraiment, là. Mais ils n'ont pas été capables. C'est vraiment dommage. Gadjan, t'es quand même correct aussi. Mais bon, je suis vraiment content du tournoi de Méchard. Puis ça continue sur son excellente saison jusqu'ici. Puis ça va juste donner de l'élan pour le reste. Moi, je suis pas mal du même avis que toi, honnêtement. Tu sais, tantôt, je parlais des rôles au sein de Team Canada que c'était pas nécessairement saisi. Je pense qu'Owen Beck, ça a été un joueur qui a saisi parfaitement son rôle. Tu sais, il a joué dans les limites que ce qu'il peut offrir. 70% des mises en jeu, Très 69. bon sur le cercle des mises en jeu, c'est ça. Tu sais, offensivement, j'ai trouvé qu'il a généré quand même des chances. Tu sais, souvent, son trio ressortait le plus dans le match. Fait que, tu sais, pis c'est pas pour rien, tu sais, on en a parlé, Pascal, en privé, lorsqu'Owen Beck a été échangé à Saginaw. Parce que pour ceux qui le savent pas, Owen Beck a été échangé dans la Ligue d'Ontario. Tu sais, ça fait 2 ans que l'année passée, les Peets, ils voulaient aller à la Coupe Memorial, sont allés chercher Owen Beck. Cette année, Saginaw est l'équipe haute de la Coupe Memorial. On va chercher Owen Beck. C'est un gars que tu veux dans ton équipe Ah ouais, pour des situations comme ça. C'est un coach pet qui va te gagner les mises en jeu importantes, puis qui, physiquement, il est pas mal plus mature qu'il était. Il est plus rapide, il a un meilleur tir qu'avant. Ses choix de tir sont pas tout le temps hot, mais tu sais, il t'amène tellement de choses dans le junior que c'est un gars de luxe pour les séries puis la Coupe Memorial. Là, fait que c'était sûr qu'il allait être échangé. Les Peets. Ouais, ça va y faire du bien à Beck, honnêtement, d'arriver à Saginaw parce que tu sais, tu regardes l'alignement puis j'ai plus l'impression que ben tu sais, on a regardé des matchs à cause de Zane Parak là, mais tu sais je pense que le système est vraiment plus offensif.
du côté de Saginaw qu'avec les Peets, que c'était vraiment plus axé sur la défensive. On est passif, on attend vraiment l'opportunité et tout. Fait que plus de jeux de robustesse avec les Peets. Fait que l'année passée, ça l'a aidé dans la progression à Beck d'arriver avec les Peets parce que justement le système était plus axé sur la robustesse, d'aller travailler le long des bandes, puis je trouve qu'il a pris une coche par rapport à ça. Ça va l'avoir préparé pour le hockey professionnel. Maintenant, on veut voir pas nécessairement des points, mais on veut avoir un apport offensif qui ressort un peu plus du côté de Beck. Je pense qu'à Saginaw, il va, en terminant la saison là-bas, je pense qu'il va aller chercher ça, justement. Ouais, Cette petite coche-là dans son développement. Là, ouais tu sais, depuis le début de la saison avec les Peach, je trouve qu'il trichait un peu plus parce que justement, il voulait que ça bouge un peu plus offensivement, malgré le système un peu plus hermétique. Fait que, tu sais, ça fitait pas. Ça fitait vraiment pas avec lui. Fait que je pense vraiment aussi qu'avec Sagina, ça va mieux aller. Puis est-ce qu'il va produire plus? Peut-être pas, là. Tu sais, c'est pas nécessairement ça le but, mais c'est plus de voir des situations où qui est pas mal plus efficace en offensive, puis que tu le vois faire des jeux offensifs plus professionnels au lieu de juste être défensif professionnel. Il y a quand même un côté professionnel à l'offensive, puis j'espère que ça va venir avec son jeu. Avec eux. Exact. Je reviens sur Lane Hudson. Parce que, pour le reste, moi, Jacob Fowler, Philippe Méchard, je suis pas mal dans la même mentalité que toi. Du côté de Hudson, j'ai pas nécessairement été déçu de son tournoi. Je pense que il a été très bon dans des choses qu'on voulait pas nécessairement qu'il soit bon dans ce tournoi-là. Tu sais. Moi, je m'attendais à ce qu'un gars comme Chesley ou à la limite peut-être un gars comme Rinzel ou le défenseur qui est avec Hudson allait s'occuper du volet défensif et Hudson allait s'exprimer sur la patinoire. Ça n'a pas été le cas. Mais moi, d'un côté, ça me déçoit pas parce que j'aime justement qu'il ait ajusté son jeu par rapport au fait qu'il y en a d'autres talents dans son équipe. Là. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être Lane Hudson, le flashy Lane Hudson qu'on voit à Boston qui va mener l'offensive d'un bout à l'autre de la patinoire. Il n'y avait pas nécessairement besoin de ça quand t'as des Will Smith, Ryan Leonard, Cutter Gauthier, Jimmy Snuggerud. La liste était longue de joueurs qui pouvaient le faire à sa place. Fait que j'ai aimé cette adaptation-là, moi, pendant le tournoi. Mais c'était pas parfait, là. Je veux dire, il s'est fait battre en man-to-man quand même souvent contre des joueurs de son âge, plus rapides. Fait que ça va être quoi quand ça va être des gros joueurs dans la Ligue nationale? Il y a encore du chemin à faire pour Lane. Mais cette adaptation-là, il a joué énormément de minutes. Ouais. Puis je pense qu'il est quand même. Ça a été, oui, en montagne russe, mais il y a quand même une constance. Une certaine constance malgré le fait qu'il jouait 28-29 minutes. T'sais. Fait que j'ai aimé cette adaptation-là, justement. De pas penser que l'offensive va s'appuyer uniquement sur lui, mais plutôt de se concentrer sur son jeu en général. Puis je pense que c'est quelque chose qui a plu beaucoup au coach des États-Unis, justement, là, ce qu'il disait en entrevue et tout. Ça, puis quand il essayait d'être Lane Hudson, ça fonctionnait pas tout le temps, mettons. Fait que c'est comme... je suis comme ambivalent un peu sur son tournoi, tu sais. Je suis quand même content aussi, mais j'aurais quand même aimé plus voir Lane Hudson. Mais on le verra en fin de l'année. On verra dans le match ouais, c'est l'année ça. prochaine. Puis, on dit souvent que le championnat mondial junior n'est pas un deal breaker pour l'évaluation des espoirs, mais pas du tout. C'est un facteur supplémentaire qui s'ajoute à l'évaluation. C'est un contexte de plus qu'on a pour regarder les espoirs. Lane Hudson, dans NCAA, quand il affronte le quatrième trio de Rensselaer ou d'une autre équipe de UMass, exemple, c'est vraiment pas aussi profond que si tu affrontes le quatrième trio de la Suède ou même de la Finlande ou de la Slovaquie ou du Canada. C'est pas la même profondeur. T'sais. Je pense que l'écart de talent en NCAA entre le quatrième et le premier trio est vraiment plus large qu'au championnat mondial junior. C'est ce qui fait en sorte que Lane Hudson, justement, a pas toujours été en mesure d'être le Lane Hudson qu'on était capable de voir. T'sais. Exact. Ça va faire partie de l'adaptation au hockey professionnel. C'est ça. Parce que, tu sais, le troisième, quatrième trio dans la Ligue nationale qui va affronter va probablement être meilleur que le troisième, quatrième trio qui affrontait au championnat mondial junior.
avec Ah plus oui. d'expérience. Fait que là, Il aurait tu été sais, plus fort. c'est ça. Fait que la progression continue. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je voyais du monde sur les réseaux sociaux qui s'inquiétait peut-être un peu de Lane Hudson. Ce n'est qu'un contexte. Puis ça vient juste prouver ce que Pascal et moi et la majorité des intervenants au TSLH Espoir, je pense, ils seraient là, ils pourraient le confirmer. Ça vient ajouter un argument de plus pour dire que Lane Hudson dans la Ligue américaine serait peut-être la meilleure avenue pour 2024-2025. Hmm. Non, Je je suis d'accord pense. avec toi. C'est sûr qu'il va y avoir des matchs dans la Ligue nationale de hockey cette année. Dans le fond, Ben correct. c'est bien correct. Il va arriver au début avril si ça va bien avec son équipe, mais son équipe est bonne, mais c'est pas. Manque de profondeur un peu. Fait que si, mettons, très tôt en avril ou tard en mars, il s'en vient à Montréal, je suis pas mal sûr qu'il va passer par Montréal avant, sauf si Laval, les séries sont vraiment dans le collimateur, fait qu'on verra, là. Mais ça m'étonnerait pas pendant tout qu'il y ait quelques matchs à Montréal pour ensuite aller en Laval si ça y tente, comme Farrell l'année passée. Fait que, on va quand même avoir un bon aperçu un peu de où qui est rendu, comme on a eu avec Farrell, qu'on disait, il est pas prêt, mais on verra au camp d'entraînement. Mais j'ai quand même hâte de voir ça, espérant qu'il se blesse pas. Fait que c'est juste une question de temps pour lui. Puis c'est un gars coachable, c'est un gars qui est déterminé, il a du talent. Fait que c'est un can't miss pour moi. C'est pas un gars de première paire. Faut juste savoir où il va être dans la hiérarchie. Ouais, puis tu sais, on ressortait un clip d'un podcast du début d'année, tu sais, qu'on disait que c'est possiblement que Lane Hudson va finir sur une deuxième paire puis qu'il va être un spécialiste de l'avantage numérique, là. Tu sais, c'est un take qui a circulé beaucoup à cause du Snake en Ouais. entrevue à BPM. Puis tu sais, je pense qu'on est d'accord, toi puis moi, Pascal, sur les propos de Snake. Tu sais, c'est une évaluation qu'on a faite aussi de notre côté, tu sais, qu'on s'attend, s'il rejoint le Canadien cette année, à ce qu'on on le protège un peu. Tu sais, on Ah va oui, le mettre faut dans pas des situations pour qu'il s'adapte bien, pour qu'il... Fait que ça, c'est un avantage numérique, tu sais. C'est sa spécialité. Il est très bon en avantage numérique. Puis tu sais, j'irais même plus loin. S'il rejoint le Rocket de Laval pour les séries, attendez-vous pas à ce qu'il soit sa première paire et qu'il joue sur le premier powerplay, là. Logan Mayou joue très bien présentement, tu veux pas le tasser de là. Si Herbert Jacquet reste pour toute la saison à Laval, Lane Hudson ne tassera pas Herbert Jacquet de l'avantage numérique, il le fait très bien présentement. Mm. Fait que, c'est ça, tu sais, je veux dire, son arrivée chez les pros, il y aura absolument rien d'acquis. Puis tu sais, c'est un peu ça que Simon Boisvert voulait dire à BPM. Peut-être avec une façon un petit peu qui n'a pas plu aux gens, on va le dire ainsi, là, parce qu'il a reçu beaucoup de haine, puis moi je regardais les arguments, puis j'étais comme, ben là, je dirais pas mon opinion, on va me faire tuer sur la place publique, là, parce que je suis un peu d'accord avec ça, mais c'est ça, je pense que le powerplay spécialiste, puis le fait qu'il jouera pas sur une deuxième paire, c'est pas une évaluation finale bâton, puis on n'a pas la vérité infuse ici, là. Mm. Mais je pense que à son arrivée chez les professionnels, c'est peut-être erroné de penser qu'il va jouer 21 minutes, 25 minutes, Il va comme pas. un Caden Faut pas que ça Goulet est arrive. capable de faire, tu sais. Mm. Caden Goulet, il est capable de le faire parce qu'il a le style pour le faire, il a toujours montré cette efficacité-là. Fait que, fait que c'est ça. Bref. On aura l'occasion, Pascal, d'en reparler des espoirs du CH assurément dans le prochain Ah ouais. épisode. Puis on pourra assurément s'éterniser sur Lane Hudson lorsqu'on donnera son nom au 12e rang des meilleurs espoirs parce il a eu juste 6 passes au championnat mondial junior. Non, non, c'est pas vrai. Sortez pas ce clip-là encore une fois, c'est une blague. Euh, Pascal, championnat mondial junior, tes surprises et tes déceptions, c'est assez large, je te dirais. Je peux lancer le bal le temps que tu réfléchis parce que moi, la plus grosse surprise que j'ai eue, c'est la Finlande dans ce tournoi-là. Quel mauvais tournoi. Ouais. Puis il se ramasse quand même en bronze. Et puis, comble de théâtre, la Finlande nous surprend encore avec des avances et des avances et des avances. Puis finalement, la Tchéquie remonte pour gagner la médaille de bronze. Tu sais, moi, je m'attendais même pas à voir la Finlande en finale de bronze. Fait que ça m'a quand même surpris qu'ils se rendent là. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner au final, là.
Ouais. Mais ça nous a donné tout qu'un match en Ouais, finale de bronze. C'était incroyable ce match-là. ouais. Pour vrai, un des matchs avec des rebondissements, là, je vais m'en souvenir probablement longtemps. Là. Ouais, c'est le but de la fin de Meshar, c'était sick. Ça, c'est encore Ouais, mais mais non, en bronze, là. mais ça c'est dans le match, ouais, ben c'est dans le match dans le fond que la Finlande a fini par gagner en Ouais, c'est ça. prolongation, puis qu'ils ont fini par se classer là, par la Ouais, peau des fesses. Là. ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, c'est ça, chez Guillaume. Je suis d'accord avec toi au niveau de la Finlande qui fait juste. En tout cas, ils sont très liga. Ben, écoute, tu sais, je veux pas faire un lien boiteux, mais ça va ressembler à ça pareil, mais tu sais, le tournoi de la Finlande, puis le programme actuel démontre très bien pourquoi dans les dernières années, il y a des espoirs qu'on attendait tellement, puis que finalement sont super mid, puis ils perdent des rangs et tout ça. Tu sais, la Finlande, tu regardais sur papier, pas un mauvais club, intéressant, tu pouvais projeter qu'il allait faire de quoi, mais t'arrives dans les matchs, puis il se passe rien, 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 rien. C'est flat comme système de jeu. C'est pas agressif. Puis finalement, contre toute attente, il se ramasse en finale de bronze. T'sais. C'est pour ça que c'est une surprise, mais c'est pas nécessairement une belle surprise. Moi, j'aurais vraiment mieux aimé un duel Slovaquie-Tchéquie en finale de bronze. J'aurais vraiment aimé ça. Mais... Ouais, ça va vraiment être le fun. Ça, c'est pas mal ça que je voulais, en fait. Mais déception, ça, Finlande, ben, je vais mettre le Canada, sérieusement. Je pensais vraiment Ouais, que le ça, Canada ça va de allait soi. mieux jouer que ça, que ça allait mieux aller au moins jusqu'en après les quarts de finale, donc en demi-finale. Mais le style de jeu pratiqué était vraiment pas ben, dans le fond, c'était vraiment pas ça qu'il fallait qu'il fasse, fait qu'on a un bel exemple. Fait que je pense vraiment que ce serait ça que je mettrais comme déception, mais tu sais, en tant que joueur, mettons, il y a personne. En fait, c'est pas un tournoi. Ça n'a pas été un tournoi de vedette. Je trouve, tu sais, oui, il y a eu beaucoup de production, mais ça n'a pas été un tournoi qui a eu une domination d'un duo, d'un joueur précis qui volait le show. Ça a vraiment été des matchs de trio, de top 6 de style offensif. Fait que, tu sais, ça a été le fun pour plusieurs équipes de suivre. Puis, tu sais, la Suède m'a vraiment surpris. Ouais, vraiment. J'ai vraiment disrespect la Suède dans l'épisode avant le championnat parce que je trouvais que j'avais peur qu'ils fassent un peu comme les dernières années, qu'ils s'agençaient un peu à l'équipe devant eux autres, puis que ça allait pas super bien, puis qu'il manquait un peu de caractère. Ils ont quand même démontré du caractère tout le long du tournoi, puis ils ont été sa coche sur plusieurs affaires. La défensive a été meilleure que je pensais aussi. Le goaler, Avled, était excellent. Fait que, tu sais, il y a ça Ma surprise du tournoi, ce serait vraiment la Suède. J'ai pas détesté non plus la Norvège. Branson Nygaard était super bon, puis je pense qu'il Ouais. commence à faire parler de lui pour le 10e dans le top 10, évidemment. Mais, On aura l'occasion d'en reparler pour les ouais. espoirs du repêchage 2024. Mm. Parce que moi, tout, j'ai bien aimé son tournoi. Euh, Moi, au niveau des déceptions, ben, c'est sûr que la Slovaquie qui a pas passé Ouais. en finale de bronze, ça m'a déçu un petit peu. Euh, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, c'était un beau club à voir jouer. Il y avait une belle profondeur. Puis ce qui m'a déçu, c'est que là, je sais pas, je parle peut-être à travers mon chapeau. Euh, il n'y a pas eu d'indication comme de quoi que Adam Gayan était malade ou blessé. Mais si on a, parce que l'information qui circulait était qu'on lui a donné un match de congé contre les États-Unis. Ouais. Ouais. Si c'est vraiment le cas, qu'on a donné un match de congé contre les États-Unis en se disant on passe de toute façon, on ira pas le faire percer contre les États-Unis. Je trouve que c'est une mentalité de loser, Ouais. puis t'envoies un mauvais message à ton équipe, puis je veux pas dire qu'ils ont perdu le tournoi là-dessus, mais si c'est vraiment un congé pur et dur pour pas se faire percer contre les États-Unis, je trouve que c'est une mentalité de loser, puis j'ai pas aimé ça. Ça m'a déçu. Ça donne pas. Tu sais, c'est pour le moral des troupes aussi. Là.
Tu Ben, fais tu sais, passer dessus, tu sais, c'est pas un film des Mighty Ducks ou ben des Boys, là. ben, c'est parce que tu sais, le message que tu envoies, c'est les États-Unis sont trop forts, on est déjà qualifiés, on mettra pas notre gardien numéro un devant le filet. Fait que aller à l'abattoir, puis de toute façon, on se contente de ce qu'on a, on passe. Ouais, non, Quelle mentalité! j'aime pas ça non plus. C'est, Ah, moi, j'ai vraiment pas apprécié ça. Mais encore là, non. c'est si ils ont donné congé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas aimé pantoute qui garde Gadgen, dans le fond, dans ses estrades. Tu sais, c'est différent pour Fowler puis Augustine, parce qu'Augustine était blessé ou ben était malade, dans le fond, fait Ouais. il pouvait pas jouer vraiment, là. Mais tu sais, c'est ça. T'es- C'était l'équipe du tournoi, les États-Unis. Fait que, tu sais, on peut comprendre aussi qu'ils reposent leur gardien de but, là. Mais pour eux autres, pour la Slovaquie, c'est pas ça pendant tout, là. Fait que, fallait qu'à chaque match, il soit bon pour avoir du momentum. Fait que, entièrement d'accord avec toi. On a une question de Pierre-Luc dans le chat de Patreon. Qu'avez-vous pensé de Jesse Polkinen pour la Finlande? Je trouve qu'il y a eu un bon début de tournoi, mais que ça s'est terminé peut-être un peu en queue de poisson. C'est pas un espoir que je connais au fond euh, pour le repêchage encore, là. Mais l'impression que j'ai eue, c'était comme il est pas mal plus mature que je pensais, parce que j'ai quand même vu croisé, là, dans les visionnements croisés, mais il est pas mal plus mature que je pensais. Fait que ouais, je vais le regarder plus précisément dans les prochaines semaines. C'est un petit manque de discipline, là. Là, j'y vais vraiment de mémoire, là, mais je pense que il y a eu quelques punitions coûteuses pour la Finlande, puis Ouais. c'était lui qui était souvent impliqué. Fait que oui, gros bonhomme mobile, mais tu sais, j'ai pas plus observé Polkinen plus qu'il faut parce que mes yeux étaient plus vers des gars comme Constant Lenius, entre autres, et Emil Hemming. Yes. Puis tu sais, on en vient justement, Pascal, au repêchage 2024 au championnat mondial junior. Je viens d'en nommer deux, mais je reviens sur un joueur que tu as mentionné tout à l'heure, Michael Brandsted-Nigard, qui a laissé une très belle carte de visite aux recruteurs dans le tournoi cette année. Ouais. Joueur de la Norvège, pas mal le seul tête d'affiche dans cette équipe-là, avec Jan Solberg Sian aussi. Solberg également, on Mm-hmm. pourra en parler. Allons-y avec les deux Norvégiens. Comment as-tu trouvé leur tournoi? Ben, c'était la pierre angulaire avec Noah Steen, avec la Norvège pour Michael Branson Nygaard. Bien aimé son tir, il l'a utilisé à profusion. Il manquait peut-être un peu de diversité, mais les jeux qui menaient à ses tirs, c'était tout le temps les mêmes par l'équipe. C'est sûr que m'amener pas faire grand-chose, là. Mais vraiment bien aimé son apport, puis à quel point il a pris l'équipe sur ses épaules. Stian Solberg, dans le fond, très, très, très... il y a du guts, le kid, sérieusement, en défensive, très physique. Donc, j'ai bien aimé aussi, mais il a fait quand même des grosses erreurs en défensive, ce qu'on voit pas souvent nécessairement. Dans le match le plus important du tournoi de la Norvège aussi. Ouais, exact. Ça se fait que, tu sais, en Norvège, ça arrivait pas souvent. En fait, ça arrive pas nécessairement souvent en Norvège qui fait des grosses erreurs comme ça, malgré son temps de jeu. Fait que ça m'a un peu dérangé, mais ça veut pas dire qu'il va t'exclure ma première ronde, là. Mais c'est ça, c'est qu'il y en avait beaucoup ses épaules aussi, il faut se le dire, là. Fait que non, ça a été une équipe qui était quand même le fun à regarder jouer, là. Il y avait quand même des petits noms intéressants pour la suite des choses. Sur le Perg, c'est ça, c'est vraiment sa capacité à pas. À un moment donné, on dirait que c'était comme rendu trop sa Ouais, c'est ça. patinoire, là. Trop de décisions à prendre. Puis dans un match très important pour éviter la relégation pour la Norvège. Parce que ça, au Canada, on n'a pas conscience de ça. Non. Mais un match de relégation pour une formation comme la Norvège, l'année prochaine, le Kazakhstan va venir dans le tournoi. Yeah! Oui, l'Allemagne, tu sais, des petites délégations comme ça, puis c'est vraiment pas péjoratif en disant comme ça, mais tu sais, c'est important, là, ce match-là, la relégation. Tu veux pas jouer dans la division 1 avec la France, puis le Japon, puis tu veux jouer dans le gros tournoi Mm. contre les grosses équipes. C'est comme ça que les programmes s'améliorent. C'est comme ça que la Slovaquie est revenue un petit peu dans le portrait des bonnes équipes parce que c'était pas au U18 l'année à Slavkovski, justement, qu'il était en division 1. Tu sais, la Slovaquie
elle repart de loin, là. Elle y a été dans Division 1, puis là, on est revenu, puis tu sais, on était quand même dans le portrait des meilleures équipes, là. Ouais. Fait que c'est important, ces matchs-là. Puis j'ai trouvé, on dirait que c'était comme trop pour Solberg. Il voulait trop en faire, trop de décisions à prendre. Fait que ça m'a un petit peu déçu. Moi, c'était mes premiers visionnements de lui que j'avais pour le repêchage 2024. Fait que tu sais, ça m'a laissé un peu tiède. Mais tu sais, je veux dire, on le disait tantôt, là, c'est juste un tournoi. Là. C'est pas un deal breaker pour lui. Non. Mais Branson Nygaard, moi, c'est tout simplement tout ce que j'aime de ce joueur-là ressorti dans le tournoi. J'ai strictement rien à dire. Excellent tir, excellente implication. J'ai aimé son implication tant physique que, en général, sans la rondelle. C'est vraiment toutes les choses que j'aime de ce joueur-là ont ressorti pour la Norvège. La maudite Alke Allsvenskan. Ah, ça tue le talent là-bas. Là. C'est C'est épouvantable. pire que Brennan Hoffman. Ben, tu vois, la Allsvenskan a été bonne pour Mathias Norlinder. Ouais, parce qu'il y avait de la place puis c'était soft. Puis on voit ce que ça donne. Si t'es un espoir puis tu performes dans la Allsvenskan, red flag. Ah, c'est Si t'es ça. un espoir puis tu performes pas dans la Allsvenskan, t'es bon. C'est bon. Ziv Boyum, comment tu l'as trouvé? J'ai vraiment aimé son tournoi. Honnêtement, tu sais, je suis très satisfait de l'avoir dans mon top 10 du repêchage. Je l'ai trouvé plus offensif que ce que j'entrevoyais dans mes attentes, peut-être. Je pensais pas qu'on allait l'utiliser autant au sein des États-Unis. Puis constamment, il a convaincu son entraîneur de revenir sur la patinoire. J'ai aimé tu sais, moi, ce que j'aimais moins dans les matchs que j'ai regardés au début de l'année, c'était qu'il utilisait pas nécessairement son tir quand c'était le temps. Parce que, tu sais, on le sait, c'est pas son attribut numéro un. C'est vraiment plus un joueur qui va faire déplacer la rondelle, qui va faire circuler la rondelle, Qui va gère repérer, bien. qui gère bien la rondelle. Fait que, mais tu sais, des fois, quand que la ligne de tir est ouverte, tu sais, prends-le ton tir, parce qu'il est pas mauvais son tir. Mhm. Puis j'ai quand même aimé, tu sais, dans le tournoi, il s'est risqué pareil, tu sais. Ça aurait pu être le genre de tournoi qui tombe gêné encore plus que dans la NCAA pour prendre son tir. Puis, tu sais, j'ai aimé les tentatives qu'il a faites pareil. Là, Ouais, ça, il a vraiment pris son rôle à cœur, puis il a vraiment prouvé à tout le monde qu'il est vraiment legit comme espoir. Puis ça va être intéressant l'année prochaine à ce même tournoi-là. Il va être probablement sa première paire, donc on va le garder à l'œil. Ouais. En tout cas, plus que les espoirs de la fin. Bref, continue. Ouais. Macklin Celebrini, de ton côté, du côté de Canada. Il y avait peu de support, puis il a été la vedette du Canada. Il a été excellent. Mais écoute, il était tout seul. Ben, tu sais, pas nécessairement tout seul, mais il était tout seul qui avait un peu le droit de faire de l'offensive comme il faut. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est dommage, mais tout qu'un espoir. Vraiment, vraiment bon. À tous les points de vue. Du côté de la Finlande, Konsta Elenius et Emil Hemming. Emil Hemming, moi j'ai eu quelques flashs, mais je l'ai pas tant vu, honnêtement. Il s'est pas illustré. Je me demande, il était probablement 13e attaquant pour l'avoir si peu vu dans le tournoi. Il était très, très, très Emil Hemming dans ses mauvais moments. Ouais. Ouais. Fait que, Konsta Elenius, c'était meilleur all around. Mais écoute, ça fonctionnait pas en offensive. Là. C'était pas de gros char. Puis c'est dommage parce que c'est tout qu'un joueur de hockey. Dans la Liga, il est vraiment solide. Mais ça n'a pas fonctionné dans cette... Il était pas nécessairement mis comme... En tout cas, au début du tournoi, il me semble qu'il jouait quand même beaucoup, puis ça a juste diminué. Il faudrait que je check. Mais il était pas nécessairement dans un rôle que c'était lui qu'il fallait qu'il produise comparativement comme Polainen puis la Silla, le capitaine. Fait que c'est comme... Il aurait pu l'être, ça va être ça l'année prochaine. Mais c'est une de mes déceptions, c'est sûr et certain. Parce que je l'ai quand même dans mon top 10. Là, c'est une déception, assurément. Il peut en donner plus que ça. Je commence à me demander, tu sais, là c'est avec l'échantillon aussi, mais je commence à me demander si ce joueur-là n'est pas justement, on parlait de Lenotson pour ça tantôt, mais un spécialiste powerplay, puis à 5 contre 5, l'offensive, t'en verras pas tant que ça, tu sais. Moi, c'est quelque chose que je vois. Parce qu'à 5 contre 5, il est bon. Il jouait bien. Tu sais,
parce que quand on a fait la liste préliminaire, moi j'avais des matchs vraiment de début de saison. Puis pour un Patreon, pour un Game Report, j'ai re-regardé des matchs plus récents. Puis j'avais aimé son apport. Pas plus J'avais sérieux. retombé un petit peu plus en amour avec le Constantine Lenius qu'on avait vu au U18, au Linka, dans les tournois internationaux. Puis dans le championnat mondial junior, ce que j'ai remarqué, c'est que offensivement, il s'illustrait plus en powerplay, presque uniquement. Mais à 5 contre 5, il jouait du bon hockey sans la rondelle et tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, je comprends, tu sais, t'es bon à 5 contre 5 sans la rondelle, mais si tu veux sortir top 10, tu sais, faut aussi que tu aies un apport offensif là, à 5 contre 5. Fait que c'est vraiment quelque chose, moi, que je vais focusser d'ici le mid dans mes prochains visionnements. Non, c'est ça. Pour le classer vraiment comme il faut, c'est ça. Il va falloir que j'évalue vraiment son apport. Si à 5 contre 5, c'est aussi bon qu'en avantage numérique. Mais tu sais, il joue vraiment beaucoup en Liga. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est une équipe qui utilise beaucoup les jeunes. Fait que c'est une bonne chose. Pascal, est-ce que tu as nos prédictions sur le bout des doigts? Sur le bout des doigts, non. Ça peut. Parce que on a une question sur Patreon. Quelle serait notre équipe étoile? C'est beau, je les ai, Pascal. Ok, ouais, Quelle serait notre équipe étoile pour le tournoi de cette année? Euh, je vais sortir avant notre équipe d'étoiles sous forme de prédiction. On va pouvoir comparer si on était dans le champ ou non. Puis, on va y aller de nos nominations par la suite. Euh, dans le podcast, avant le tournoi, sur le podium, j'avais mis USA, Canada, Suède et Slovaquie. Échec monumental à l'exception des États-Unis. Canada qui passe pas, la Suède qui est allée en finale. Bref, j'ai été un petit peu dans le champ. Et puis, Pascal avait USA, Canada, Slovaquie et Finlande. Fait que, on parlait du disrespect tantôt de la Ouais. Suède. De quoi tu parles? On l'avait dit, hein, vendez pas votre maison en fonction de nos prédictions. On vous avait prévenu. J'espère que vous n'êtes pas sans abri aujourd'hui à cause de nous. On va tomber à un abonné demain. Ouais, c'est ça. Équipe étoile. Moi, j'avais mis Jiri Kulich, Matthew Savoy, Jimmy Snuggerud, Axel Sandin Pelika, Lane Hudson et Jacob Fowler. Et de ton côté, Pascal, le nouveau membre des Ducks d'Anaheim, Cutter Gauthier, Jiri Kulich, Macklin Celebrini, Tristan Luneau. Ouais, mais quand ça a été annoncé, j'ai dit que je mettais Axel Sandin Pelika. Je voulais mettre Goldenstein, mais j'ai dit, je vais y aller avec RSP. Lane Hudson et Adam Gayan. Est-ce que, assurément, on aurait des modifications Oui. à cette équipe d'étoiles. Qui remplacerais-tu dans tes prédictions versus à la fin du tournoi maintenant? C'est sûr que les Kirimaki, je le mettrais là. Kulich aussi. Gauthier, il était dans Ouais, il était déjà. l'étoile, ouais, ça, c'est mal Kirimaki, Gauthier, Kulich que je mettrais comme le trio principal du tournoi, tu sais, avec une mention honorable à Méchard. Parce que l'importance qu'il y a eu pour son équipe était vraiment intéressante, mais ils sont pas rendus assez loin pour vraiment mériter une place. Niveau défensif, ça serait vraiment Lindstein. Et c'est quoi ça son nom? Est-ce que je vais le trouver là? Sturbrag, non, c'est une joke. C'est quoi son nom? Quelle équipe? On va laisser Hudson. Je me rappelle plus de son nom. Ah, mais c'est quelle équipe? Tu ne te souviens même pas? Non, non, je vais laisser Hudson. C'est parce que c'est pas Amara, mais c'est lui que j'avais en tête, mais c'est pas Amara que je voulais mettre là. Fait que non, c'est ouais, je mettrai Hudson. Continue de chercher, fait que je cherche. Ouais, Alright. Ben, moi, c'est sûr que Matthew Savoy n'apparaît plus dans mes meilleurs, mon équipe d'étoiles. Je mettrais également Jonathan Lekirimaki. En fait, là, quand on regarde l'équipe d'étoiles en soi,
choisi par je pense que c'est les médias hein, qui choisissent ces équipes d'étoiles-là. Ouais. Lane Hudson, ensuite Cutter Gauthier, Jonathan Lekrimerki, Theo Lindstein, Hugo Avelid et Jiri Kulich qui ont fait qui ont été élus meilleurs Et du Hugo tournoi. Avelid le mérite à 100%. Ouais, Hugo Avelid, avec ses jeux blancs puis avec sa tenue devant le filet de la Suède, je suis d'accord pour cette nomination-là. Malheureusement, j'avais mis Fowler en croyant qu'elle allait être numéro 1. Ça n'aura pas été le cas Il a pour pas eu le la chance tournoi. de l'être. Il Non, y a c'est eu ça. des chances de jouer, mais jamais ça a été en cause qu'ils prennent le poste. Mais il n'a pas joué pour le volley nécessairement. Fait que je peux comprendre. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je garderais quand même Snuggerud à la place de Cutter Gauthier Ouais. Mais dans mon équipe d'étoiles. je peux comprendre. Puis Lane Hudson aussi, je le garde. Theo Lindstein, gros tournoi, honnêtement. Moi, je suis content pareil de. Ben, je dirais pas de la progression parce que j'ai pas la prétention de dire que j'ai suivi son poste repêchage. Mais je sais qu'à son année repêchage à l'international, il nous a jamais déçus. Un peu comme Otto Stenberg. Ouais. Et puis dans sa ligue, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, tu sais, tu te fais appeler dernière minute, tu sais, et je veux dire, il était même pas dans l'alignement à la base. Pourtant, il avait fait du très bon travail en compagnie d'Axel Sandin Pelika dans les tournois internationaux sur la même paire. Puis là, tu reçois pas d'invitation. Finalement, c'est Noren qui s'est blessé en Ouais. défensive. Euh, donc, ils font signe à Lindstein de venir au tournoi finalement. Très, très gros statement qu'il a fait. Honnêtement, d'être rappelé comme ça à la dernière minute, d'être un peu boudé par l'équipe nationale, tu te fais rappeler puis tu connais un solide tournoi comme ça. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Vraiment. Vraiment été un général. Il était vraiment fiable sur la glace. Il baquait ses coéquipiers. Sérieusement, c'est bien content de sa tenue. Puis ça fait juste genre un petit ting, yes! Je l'avais en première ronde. Ouais, c'est vrai, tu l'aimais bien. Oh, Je l'avais 40, 45, je pense. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Alright, c'est ce qui fait le tour pour le championnat mondial junior. Évidemment, on aurait pu analyser joueur par joueur, mais je veux dire, je pense que ça a été fait. Puis on avait hâte aussi de parler du tournoi. On a surtout hâte aussi de parler de nos classements des meilleurs joueurs, des meilleurs espoirs des Canadiens de Montréal. C'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, dans les 2 prochains épisodes en fait. Pour les membres Patreon, soyez des nôtres ce jeudi. Au moment d'enregistrer l'épisode actuel, on est le 9. Donc, soyez des nôtres le 11 janvier pour l'enregistrement de la première partie de notre top 20 des meilleurs espoirs du CH. Moi, ça va être un top 15. Pascal, ça va être un top 20. Donc, on enregistre en 2 temps. La semaine prochaine, on va conclure notre top 20, top 15. Et puis, on risque de faire aussi un épisode avec Jess pour le Rocket également dans la semaine. Donc, beaucoup de contenu à venir pour les Patreons. Pour ceux qui sont pas membres Patreon, les épisodes vont être disponibles comme à l'habitude sur les réseaux sociaux, Spotify, Apple Podcasts, YouTube également. Donc, un gros merci à tous. Puis, on se revoit dans un prochain épisode. Merci, Pascal. Bonne année. Bonne année! À toi, salut.